Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom aujourd'hui consacré à la campagne, nos campagnes françaises avec Mathieu Falcon. Bonjour. Bonjour Pierre. Mathieu Falcon, on va parler des campagnes puisque c'est le titre de votre deuxième roman, Campagne, édité chez Albin Michel. Vous étiez déjà venu sur notre plateau pour parler du premier roman, Un bon samaritain. Et alors, dès le début de cet ouvrage, Campagne, vous y allez, vous commencez fort. Je cite un de vos personnages. « Vendredi soir, on s'arsouille volontiers jusqu'au coït ou jusqu'au coma. C'est selon, on se retrouve au café, on se biture la tronche bien comme il faut. » Mathieu Falcon, c'est comme ça que vous voyez nos campagnes, un refuge pour alcooliques? Non, non, pas du tout. Enfin, c'est pas propre aux campagnes. Je pense que ça se passe aussi beaucoup dans les villes. Mais c'est vrai que dans les campagnes, souvent, il y a un bar au milieu du village et donc c'est beaucoup plus visible parce que tout le monde s'y réunit et que parfois ça peut aller loin. C'est aussi une façon de fuir la solitude, le recours à l'alcool dans les campagnes? Oui, je pense qu'à l'origine, il y a quelque chose de social dans le fait de boire des verres ensemble. Après, bon, on connaît les effets de l'alcool, ce qu'ils peuvent devenir et ce qu'ils peuvent entraîner. Donc, mais oui, effectivement, il y a une solitude des campagnes qui existe et qui est prégnante. Ouais. Alors depuis quelques années maintenant, on assiste à un espèce de retour à la terre de ces Français qui vivent à la ville et qui arrivent en milieu rural. On les appelle les néo-ruraux. Ils ont, dites-vous, une vision fantasmée de la nature. Comment ça se concrétise, cette vision ? Oui, je pense qu'il y a effectivement une vision fantasmée que nous avons à peu près tous. Enfin, moi, ça a été mon cas puisque je suis parti de la ville pour m'installer à la campagne. Et en fait, on arrive à la campagne en se disant je vais m'installer là-bas et mes problèmes vont être résolus, ça ira beaucoup mieux. Je vais aller mieux. Je vais aller mieux, la campagne est verte, riante et va me faire du bien. Ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est qu'en fait, nos problèmes, on les transporte avec nous. Et que donc, on peut se dire que le pré sera plus vert chez le voisin, sans doute. Mais il n'en demeure pas moins que c'est nous qui allons brouter ce pré et que le goût, on aura à peu près Ouais, on ne peut pas se fuir soi-même, quoi. On ne peut pas se fuir soi-même. Et je pense que c'est aussi un des problèmes que soulève cette vision fantasmée des campagnes. C'est qu'effectivement, on croit que les choses vont se résoudre par elles-mêmes, mais non. C'est dû à quoi, selon vous, ce retour à la terre de ces citadins? C'est la tertiarisation qui les rend dingues? Oui. C'est la concentration? C'est de la population? Oui, je pense qu'il y a ça. Et également, si on regarde dans notre histoire, il y a régulièrement des mouvements un peu romantiques comme ça. On l'a vu au XIXe siècle, le romantisme était très axé sur la nature. C'est très rousseauiste. Les romantiques ensuite en ont parlé. Voilà, Vigny, etc. On a cette magnification de la nature. Et en fait, ça arrive souvent, au XIXe, c'est arrivé en pleine révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on a, comme les gens sont confrontés à quelque chose de très dur dans les villes, on massacre la nature. Et donc, on en a une vision fantasmée qui naît de ce qu'on voit, de ce décalage. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, on a cette tertiarisation, comme vous dites. La planète ne va pas très bien. En tout cas, on a beaucoup abîmé la nature depuis les années 50, 60, 70. Et donc ressurgit ce fantasme de la nature, de la terre originelle, vierge, et dans laquelle on va racheter notre âme. Une terre sans homme. La campagne, et vous l'expliquez très bien dans votre roman, Mathieu Falcon, c'est aussi la fermeture des services publics, la misère qu'on cache. Je cite l'un de vos personnages, « L'État, il est là pour nous baiser, alors on le baise aussi ». Vous comprenez ces Français qui font une forme de sécession, qui ne payent pas leurs impôts, qui font du travail au noir? Oui, je les comprends très bien. On l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Les Français de la campagne sont souvent pressurisés, en ont marre. C'est-à-dire qu'on ferme leur bureau de poste, ils n'ont pas accès à Internet, les écoles ferment. Et en fait, ils sont en plus contenus dans une espèce de misère sociale souvent. C'est pour ça que là, je vois quand Emmanuel Macron va à Marseille et dit on va désenclaver les quartiers nord, on va mettre, je ne sais plus combien, 1,5 milliard. Bon, très bien, mais en fait, ça fait, j'ai l'impression, 30 ans qu'on désenclave les quartiers nord de Marseille. Et le reste de Marseille, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ces gens qui vivent par millions et qui n'ont pas, eux, accès ni au centre-ville, ni à un tas de choses. Et donc, à grande échelle, les campagnes françaises sont livrées souvent à elles-mêmes et à l'abandon. Oui.
Et que fait le pouvoir politique dans ces cas-là, en fait? Alors Cédric est l'un de vos personnages. Lui, il affirme ne plus faire confiance à la République pour l'éducation de ses enfants. Il le dit, voilà, je refuse qu'un professeur leur instille le venin obligatoire dans la caboche. C'est quoi pour Cédric le venin? Pour Cédric, je pense que je sais que le venin, c'est cette institution obligatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé de l'instruction à l'éducation nationale. Donc on n'instruit pas forcément vos enfants, on les éduque. C'est-à-dire on va leur dire ce qu'ils doivent, oui, et puis on leur dit ce qu'ils doivent penser. Toutes les théories, les nouvelles théories à la mode, on va vous donner un seul... Voilà, le gender, mais en plus, ça peut être aussi la politique. C'est-à-dire que c'est forcément, vous devez être éduqué dans une vision capitaliste, néolibérale. On vous tanne depuis que vous êtes enfant pour savoir ce que vous allez faire comme métier, sachant que, bon, on a quand même beaucoup de chômage et que de toute façon, beaucoup n'auront pas de métier. Mais on ne va pas vous instruire au sens d'un apprentissage des humanités qui vous permettront de réfléchir et d'avoir un esprit critique, en fait. Aujourd'hui, l'esprit critique, il est quand même très très peu distillé à l'école. Ouais. En tout cas, c'est ce que d'ailleurs certains juges d'admission à l'ENA avaient reproché à tout un ensemble d'élèves qui arrivaient pour arriver dans la promotion. Ils disaient mais il n'y a aucun sens critique, aucun. Voilà, enfin on est dans la bien-pensance, on est dans le moule et puis si on en sort, on est complotiste, on est. Bon. Oui, non. Puis moi je le vois avec mes enfants. Enfin j'ai une fille là qui rentre au lycée et je vois son parcours au collège. C'est-à-dire que souvent elle étudiait les mêmes textes que moi j'étudiais il y a une vingtaine d'années, mais tous en version abrégée ou simplifiée. C'est-à-dire qu'on considère que nos enfants aujourd'hui sont plus bêtes qu'on ne l'était et qu'il faut donc leur faire lire des choses simples parce qu'ils ne seraient pas capables de comprendre une phrase un peu longue avec un passé simple dedans. Ouais, il faut dire que le niveau a quand même baissé, c'est le cas. Enfin, en tout cas, mais le niveau c'est les programmes qui ont été baissés. C'est ça. Le niveau des programmes. Je ne pense pas que nos enfants aient moins de neurones que nous, en fait. Exactement. Alors la foi également tient une place dans votre roman. Voilà, je cite encore l'un de vos personnages. « Le jour où j'aurai cessé de croire que l'on me voit et m'entend et me comprend de l'autre côté, je m'effondrerai, soyez-en sûrs. » Comment vous expliquez le fait que le divin garde encore une certaine place dans nos campagnes, au contraire de la ville ? Alors c'est étonnant parce que je ne suis pas sûr. En fait, dans la pratique, je pense que les gens sont plus pratiquants dans les villes que dans les campagnes. Mais il me semble que dans la campagne, quand vous êtes dans la nature et donc dans une forme de solitude, vous avez peut-être un rapport au divin et à l'au-delà qui est plus fort. C'est-à-dire que vous êtes seul au fond de votre forêt, de votre campagne. Vous vous dites, j'espère qu'il existe quelque chose ailleurs et des gens avec qui je puisse être en communion, parce que sinon... Et ça passe pas forcément par le catholicisme, c'est une forme d'agnosticisme, de religion un peu de la nature. Oui, je pense qu'il y a un peu de tout ça, parce qu'il y a à la fois l'époque, le New Age qui s'est mêlé à ça, mais il y a une espèce de spiritualité vers laquelle porte le rapport à la nature. Et en même temps, par exemple, le catholicisme c'est difficile dans les campagnes. C'est-à-dire que vous avez un curé pour 17 clochers ou 20 clochers. Il faut faire des kilomètres pour aller à l'église. Souvent ou parfois vieillissants ou qui n'ont plus forcément la pêche. Et on peut les comprendre parce qu'ils se retrouvent face à des églises vides. Donc forcément, tout ça se fait rentrer dans un cercle vicieux, en fait. Et éloigne les gens de la foi. Éloigne les gens, en tout cas, de la pratique. De la foi, je ne sais pas. Alors, les ruraux, et d'ailleurs vous en parlez encore, sont accusés souvent d'être racistes par certaines officines dites antiracistes. BHL en avait fait un livre, je crois, dans les années 70. Je ne sais plus, l'État français, où c'était... il s'attaquait à l'époque à ce qu'était le patrimoine français, la ruralité, le terroir, et pour lui c'était quelque chose de dégoûtant, de répugnant. Votre narrateur dit simplement que ces ruraux n'ont pas envie d'être mélangés, que c'est bien leur droit. Qu'est-ce que ça vous évoque quand le président Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, parlait du défi du métissage, cette obligation d'aller vers celui qui n'est pas soi? Je pense que c'est des paroles, en fait. J'invite Nicolas Sarkozy à peut-être aller vivre dans les campagnes. C'est assez facile de dire ça quand on vit à Neuilly, mais
les gens ont bien le droit, effectivement, de ne pas vouloir se mélanger, en fait. Au nom de quoi on les forcerait. Enfin, je pense que les Français des campagnes ne sont pas plus racistes que d'autres. C'est simplement qu'ils sont peut-être plus touchés par le fait que les gens viennent s'installer à côté d'eux parce qu'ils n'ont pas la même vie. En fait, dans des grandes villes, on est anonyme, on se côtoie, mais on ne se parle pas forcément. Alors que quand vous êtes dans votre village, il y a des gens qui arrivent, vous allez être confrontés à eux. Vous les remarquez tout de suite. Vous les remarquez tout de suite. Donc si ça pose des problèmes ou s'ils ne vivent pas comme vous, effectivement, ça va soulever des problèmes. On ne peut pas forcer les gens à accepter tout le monde, il me semble. Enfin, on peut mais ces officines antiracistes diront « Ah, mais vous manquez d'ouverture, vous avez l'esprit étroit ». Comment ils réagissent, les gens, dans les campagnes, quand on leur parle comme ça? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Bonne réaction. Et puis, il y a ceux qui s'énervent. Bon, il y en a qui vont... chez qui ça va prendre, effectivement. Mais je ne vois pas pourquoi. Enfin, on a toujours cette image, effectivement, des gens de la campagne comme étant des gros beaufs, des chasseurs, des arriérés, poivreaux, etc. En fait... c'est pas plus le cas qu'ailleurs. C'est une espèce de caricature qu'on a mis en place depuis les années 70-80, qui est un petit peu l'apanage de ce qu'était Canal+, cette espèce de probablement, de tout, de rire de tout. C'est-à-dire que c'est toujours facile, oui, de caricaturer les gens, et puis plus facile de caricaturer des gens qui ne pourront pas vous répondre de toute façon. La campagne, c'est aussi la solitude. Robert, le narrateur de votre roman, évoque la corde bien rangée dans le hangar, cette corde qui est là, qui rassure, parce qu'on peut aller vers elle à n'importe quel moment. Est-ce que vous pensez que la vie à la campagne, ça pousse plus vers le suicide que la vie en ville ? Il y a une dureté de la vie à la campagne, effectivement. Je pense qu'à la ville, on peut être très seul. Mais la solitude n'est pas la même à la campagne. Et après, il y a ce monde des paysans qui est dévasté, des agriculteurs. D'ailleurs, il y a un roman très intéressant qui vient de sortir là, chez Actes Sud, je crois que c'est Corinne Royer, qui raconte l'itinéraire d'un agriculteur qui se suicide, effectivement. Enfin, qui d'abord essaie de s'échapper, en fait, parce qu'il est pressurisé par l'État, par l'administration, par les tâches administratives, les réglementations et toutes ces choses-là. Et qui fait qu'effectivement, on a un agriculteur qui se suicide chaque jour en France. Et qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, c'est ce que disait Houellebecq dans Sérotonine. C'est le plus gros plan social qu'on ait fait et qui est complètement caché. C'est-à-dire que tous les agriculteurs ont bientôt disparu, quasiment. Et on n'en dit rien, on laisse faire. Alors, vos personnages sont entraînés dans ce que vous appelez une fête des solidarités pour la planète, contre les phobies, les discriminations. Alors, ce genre de choses, on a pu tous le constater quand on vit en ville, et les gens qui vivent à la campagne le voient aussi, j'imagine. Comment l'idéologie de ces événements très modernes, très progressistes est-elle vue dans les campagnes ? Alors, je ne pourrais pas parler pour toutes les campagnes, évidemment, mais le fait est que si vous avez ça à la ville, vous pouvez toujours ne pas y aller, en fait, et vous retirer. Quand vous avez une grosse fête qui s'installe comme ça, au milieu d'un village, sur la place, c'est beaucoup plus difficile d'y échapper. Et ça, je pense que c'est effectivement des choses que les citadins amènent dans les campagnes, parce que les gens des campagnes, ils vont prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que si on leur apporte un festival avec des festivités, ils vont s'en mêler parce que ça peut être sympathique. Mais derrière, il peut y avoir des idéologies cachées, des choses qui sont un peu tordues et qui sont l'idée en fait de gens qui arrivent de la ville et qui se réinstallent et qui en fait ont envie de refaire leur petite ville à la campagne. Donc on en parlait au début, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller à la campagne pour aller vers autre chose. Mais finalement, comme c'est quand même un peu flippant, si vous me passez le mot, bien on amène aussi ses coutumes. Et alors on voit des préservatifs en accès libre devant les gosses, des kits de shoot, et alors tout le monde trouve ça très normal, sauf le narrateur qui se dit « mais enfin c'est quand même pas n'importe quoi, un kit de shoot, à quoi ça sert, pourquoi vous leur donnez ça ?» et tout. Alors il y a le décalage entre l'homme de raison, de bon sens, et ce truc qui est là, cette idéologie. Et en fait, le décalage est total. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans un monde ultra sécuritaire. Enfin, on le voit avec l'épisode du Covid.
Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas organiser une fête avec des concerts sans avoir un stand de hygiène et sécurité, de prévention. On a le droit d'être camé, mais il faut faire ça proprement. Quoi. Voilà, c'est le principe des salles de shoot. L'hygiénisme poussé au bout. Quoi. On ne leur interdit pas de se shooter. Mais non, pas du tout. On fait ça proprement. Quoi. Exactement, on appelle ça de la prévention, mais en fait, c'est mettre un cotère sur une jambe de bois. Enfin, Et il y a le validisme et l'intersectionnalisme dont vous vous moquez d'ailleurs gentiment. Des termes très amusants et qui, à mon avis, dans 10 ans, seront totalement passés de mode. Mais Le validisme, pour rappel, c'est par exemple si quelqu'un insulte une personne grosse devant moi, je ne réagis pas, je valide donc la personne qui fait cette invective. Voilà. Donc je suis complice et voilà. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et alors justement pendant cette fiesta, c'est la cocaïne qui est pas quasiment en libre service, mais enfin il y a tous les dealers du coin qui sont réunis pour balancer de la cocaïne à tout le monde. Comment vous expliquez, et ça c'est réel, la consommation de stupéfiants dans les campagnes qui augmente de plus en plus jeune, de plus en plus fort? Je ne sais pas comment je l'explique, mais c'est un marché, quoi. C'est un marché qui s'ouvre. C'est vrai qu'en France, on est largement touché par ça. On reste les premiers consommateurs de cannabis. Je pense que sur la cocaïne, on n'est pas mauvais non plus. Je pense que c'est parce qu'il y a une espèce de vide, en fait, de vide spirituel, intellectuel, et que donc on le comble comme on peut avec les stupéfiants et les paradis artificiels. Et enfin, ça sera ma dernière question, Mathieu Falcon. Encore une critique du féminisme que vous faites entre guillemets. Voilà, Méline, la jeune mère trentenaire, pour elle, les hommes n'ont plus d'avenir, ils ne servent plus à rien. C'est quoi cette réflexion? C'est 40 ans de féminisme derrière Méline? Non, c'est pas que le problème du féminisme, parce qu'on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que dans le féminisme, il y a des choses intelligentes aussi. Je pense que le problème, il vient du fait que, effectivement, les femmes, aujourd'hui, il y a ce féminisme ultra qui va combattre la masculinité. Et dans le même temps, beaucoup d'hommes qui n'en sont plus et qui ne veulent plus l'être. Et on n'est pas poussé vers quelque chose qui nous permettrait d'être un homme et d'assumer nos choix. Et en même temps, je pense que beaucoup de femmes sont effectivement confrontées à cette double injonction et ont à la fois envie d'un vrai mec et en même temps d'une totale liberté. Être une femme, être une mère ou alors être une employée de bureau, et c'est aussi une autre dualité. Oui, après les deux sont compatibles en fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... quand elles pensent à leur enfant, quand elles sont avec leur enfant, elles pensent au bureau, et quand elles sont au bureau, elles pensent à leur enfant. Enfin, c'est ce que Clémentine Autain d'ailleurs racontait il y a quelques années dans une émission. Elle était tout le temps dans la culpabilisation parce que... où qu'elle soit, au bureau ou avec son enfant, on lui disait « Ah bah tiens, t'es pas au bureau, ah bah tiens, t'es pas avec ton gosse. » Non, mais je pense que le rôle social des femmes aujourd'hui est compliqué. Celui des hommes aussi, parce qu'il a été beaucoup remis en question. Donc l'idée n'est pas de mettre en place une espèce de paternalisme, de remise en place d'un homme tout puissant. C'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, la stature de l'homme a été est vacillante et donc il a du mal à se réimposer, oui, comme il devrait l'être. Mathieu Falcon, donc vous signez Campagne, un livre qui peut être vraiment très touchant et qui commence avec des accents audiardesques, Frédéric Daresque. Enfin, il y a un petit peu de figure de style très très agréable à lire. Donc merci Mathieu Falcon d'être venu nous présenter cet ouvrage. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et que nos amis téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TVL. Merci Mathieu Falcon. Merci.